plus belle de toutes les sciences, celle des devoirs de l'homme et du chrétien. Mais nous voulons aussi donner à nos élèves une instruction solide et variée qui les rende capables de remplir dans le monde, avec distinction, les divers emplois auxquels ils se destinent. Rester sous ce rapport en arrière des autres collèges, ne pas suivre les sciences humaines dans leur progrès, ce serait tromper les justes espérances des familles. Alors cette citation me semble assez intéressante parce qu'on peut y repérer un certain nombre de choses. La première chose, il est bien que ce qu'il va essayer de développer chez l'enfant, ce sont les devoirs de l'homme et du chrétien. Et là, il faut comprendre quelque chose qui est absolument essentiel pour comprendre l'homme Jean-Marie Lamennais, c'est que c'est avant tout un homme de foi. Et quand il dit développer les devoirs de l'homme et du chrétien, c'est pas l'homme puis le chrétien, hein, c'est l'homme et le chrétien, et les deux de manière concomitante. Voilà. Et on pourra reprendre ça à un autre moment. Pour lui, instruire, éduquer, évangéliser, ce sont des choses qui se font en même temps, dans le même acte. Donc comprenons bien ça. Pour comprendre ça, il faut faire un tout petit peu un effort intellectuel, c'est que Jean-Marie Lamennais vit bien évidemment avant la séparation de l'Église et de l'État, hein, donc il est dans un autre registre de pensée que celui dont on a hérité depuis la séparation de l'Église et de l'État. Voilà. Tout pour lui est religieux. Et si vous regardez même des programmes de l'éducation nationale, je ne dis pas éducation nationale, mais l'instruction publique, sous Louis-Philippe, vous verrez que l'article 1 de ces programmes-là, c'est l'éducation chrétienne. Et Louis-Philippe n'était pas un des personnages les plus cléricaux qui puissent exister, mais il n'empêche que même dans un programme de Louis-Philippe, on retrouvait ce programme. Alors ça, c'est un premier point qui est intéressant, c'est de toujours associer l'homme et le chrétien, l'éducation, l'enseignement, l'évangélisation. Et puis deuxièmement, de voir l'ambition de permettre au plus grand nombre d'avoir une éducation solide et variée. Voilà. Une éducation solide et variée qui les rende capables de remplir dans le monde avec distinction les divers emplois auxquels ils se destinent, les préparer à leur vie. Et pour ce faire, on le verra tout à l'heure, il essaiera au maximum d'adapter ses propositions éducatives aux besoins des jeunes. Donc le projet de Jean-Marie Lamennais, pour faire simple, c'est de couvrir la totalité de sa province, la Bretagne, d'un réseau d'écoles destiné à donner à la jeunesse une éducation digne. Et toute sa vie va être employée à ce projet. Couvrir la province de Bretagne d'écoles. Pour mémoire, la Révolution française a créé un certain nombre de projets, 3 à 4 projets sur l'éducation qui sont très intéressants, du Condorcet par exemple, mais ils n'ont jamais été suivis à ce moment-là d'effets concrets. Par contre, la Révolution a aussi supprimé les congrégations religieuses à un moment, qui étaient celles qui faisaient de l'éducation, et donc à ce moment-là, les écoles qui étaient assurées par les congrégations ont été supprimées de fait. Et, si on regarde l'état de la Bretagne, il y a beaucoup moins, il n'y a plus d'écoles après la Révolution, alors qu'il y en avait avant. Donc il va passer sa vie à essayer de créer des établissements scolaires, et il va lutter pour ça, dans une lutte continuelle contre les difficultés matérielles, contre l'inertie de certains, parfois contre l'opposition d'autres, entre autres certaines autorités administratives, et il va mener ce combat avec une ténacité pour le moins constante. Et entre autres, il va travailler très fortement au recrutement de maîtres, recrutement et formation de maîtres, des maîtres solides. Il va travailler avec acharnement à la défense de la liberté d'enseignement, non seulement avec acharnement, mais parfois même avec la dent un peu dure. Et il va aussi travailler, je l'ai dit, à la création d'un réseau développé d'écoles primaires en Bretagne. Sur le recrutement des maîtres, je ne vais pas m'étendre énormément, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Ce qu'il souhaite, et Gabriel Dehaye en même temps de son côté souhaite la même chose, c'est d'avoir, suivant leur formule, des maîtres solidement pieux.
Voilà, c'est une formule qu'ils utilisent. Des maîtres solidement pieux. Et ils vont essayer de réunir des jeunes gens et de les former à cet effet-là. Assez rapidement, ils vont percevoir que pour aller plus loin dans leur projet, il faudra qu'ils aillent un peu plus loin dans leur exigence, et donc non seulement former de jeunes instituteurs, mais former de jeunes religieux. Une petite citation de Jean-Marie Lamennais pour illustrer ce propos. L'essentiel pour réussir est de bien commencer. Avant tout, vos jeunes maîtres doivent avoir une piété solide, une humilité sincère, un désintéressement et une patience à toute épreuve. Toutefois, il faut aussi qu'ils aient une instruction plus étendue, plus variée, et des talents supérieurs à ceux que l'on trouve ordinairement parmi les instituteurs primaires du même pays. Plusieurs essais du genre de celui que vous allez faire n'ont pas réussi parce qu'on est allé trop vite et parce qu'on n'a pas pris le temps nécessaire pour donner aux établissements une sorte d'éclat qui n'a pas, il est vrai, un grand prix en soi, mais qui est indispensable, néanmoins, dans ce siècle, pour attirer la considération et la confiance. Voilà, il n'est pas fou, Jean-Marie Lamennais, quand même. Hein. Il sait bien qu'il faut une certaine notoriété des établissements pour réussir à aller jusqu'au bout de son projet. Donc il va former des maîtres dans cet esprit-là, à la fois des maîtres solidement pieux et des maîtres particulièrement au point au niveau professionnel. Sur ce sujet, il a évolué dans sa vie. Au début, avec les frères, d'abord c'était un simple besoin très concret, c'est-à-dire qu'il avait des écoles qui se créaient, ça n'arrêtait pas, ils étaient demandés de plus en plus par les communes, par les maires ou par les prêtres, hein, et il avait peu de frères, donc il ne pouvait pas passer énormément de temps à préparer chacun. Et puis, assez rapidement, il s'est rendu compte qu'il ne fallait pas sacrifier ce temps de préparation, et à travers ces noviciats, puisque pour lui c'était dans les noviciats qu'il faisait ses formations, il a commencé à donner à ces jeunes gens une formation pédagogique, une formation intellectuelle plus complète. Il a eu aussi le projet, il a commencé, mais ça n'a pas abouti à cause des oppositions politiques, de créer tout simplement des écoles normales. Il voulait faire ça entre autres à Pleuhermen. Il a commencé, mais les politiques de l'époque se sont un peu opposés à voir que l'on allait créer des instituteurs qui n'étaient pas passés par leurs établissements à eux. Deuxième point sur lequel il a passé pas mal de temps, donc la défense, ça lutte un peu pour assurer la liberté de l'enseignement. C'est pas tellement compliqué, Jean-Marie Lamennais, il y a un mot qui l'horripile, qui lui fait dresser les choses sur la tête, c'est le mot de monopole. Voilà. Ce qu'il a constaté, c'est qu'au niveau des communes, des petits villages dans lesquels il voulait aller, il n'y avait pas eu trop de difficultés. Ces communes-là avaient le choix de demander soit un instituteur laïque, soit un frère. Et ce qu'on en constate en Bretagne, c'est que beaucoup ont demandé un frère, ou des sœurs par ailleurs, mais là on parlait des frères. Voilà, beaucoup. Par contre, au niveau des comités d'arrondissement, au niveau même des préfets, il y a parfois eu une opposition farouche, qui était avant tout une opposition politique et philosophique. Et là, Jean-Marie Lamennais a eu à batailler pas mal pour faire entendre sa voix, et de temps en temps avec des propos à sa manière à lui, dans un style qui était un peu particulier. Je vous en donne une formule qu'il a utilisée lors d'une altercation à la Chambre avec un député. Le député s'appelait M. Glay-Bizouin, voilà, et qui lui reprochait un peu de créer d'autres écoles et d'avoir peut-être l'intention souterraine de vouloir lui-même créer un monopole. À cet homme-là, Jean-Marie Lamennais lui répond devant tout le monde: « Je m'étonne d'entendre crier au monopole parce que je suis parvenu à fonder 130 écoles dans un pays où il en faudrait au moins 1200. Il en reste 1070 à la disposition de M. Glay-Bizouin. Sa part n'est-elle pas assez belle ?» Voilà. Une petite idée de l'esprit de ce cher Jean-Marie. Voilà. Et quand en 1844 naît un nouveau projet de loi, celui de M. Villemain, qui veut encore accentuer ce monopole, accentuer la pression de l'université, et donc exiger la fermeture d'établissements qui ne seraient pas dans le périmètre d'influence de cette université, Jean-Marie Lamennais lui dit tout simplement, en faisant cela, vous tuez à peu près tous les collèges des petites et moyennes villes de Bretagne, vous tuez tous les pensionnats,
vous tuez les institutions privées, qu'est-ce que votre loi? C'est une sainte Barthélemy. Voilà. C'est quelqu'un qui sait se bagarrer, mais il sait aussi collaborer quand il a en face de lui quelqu'un qui lui semble être valoir le coup, hein, et pouvoir faire avancer les choses. Et c'est le cas entre autres avec le comte de Falloux, hein, quand le comte de Falloux veut entreprendre la loi qui porte toujours son nom, hein, ça c'est aux alentours de 1849-1850, et bien le comte de Falloux demande son avis à Jean-Marie Lavenay, et Jean-Marie Lavenay, qui est fatigué, parce que quelques années avant il y avait une projection cérébrale, va prendre le temps d'écrire un très grand répertoire de toutes les idées qui lui paraissent importantes pour que cette loi Falloux puisse s'écrire. Et ce que l'on constate, c'est que le comte a tenu compte des remarques de Jean-Marie Lavenay. Donc il est dans l'opposition, mais il est aussi de temps en temps dans la collaboration. Voilà à peu près pour les luttes, entre autres, qui l'intéressaient. Pour ses créations à lui, on peut en nommer au minimum deux, qui sont assez connues. D'une part, pour les filles, les sœurs de Providence, de Saint-Brieuc. Alors ça c'est intéressant parce que Jean-Marie Lavenay, en 1812-1814, a été directeur spirituel d'une association qui était appelée les Filles du Cœur de Marie de Saint-Servant. Et son idée était de se dire, ça c'était pas mal, hein, j'ai vu ça, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça ailleurs? Et donc il a voulu partir de cette même idée-là, et en 1816, il a cette idée qui trottait, et il a réuni quelques jeunes femmes pour commencer cette œuvre-là à Saint-Brieuc. Ça va se développer. 1818, les sœurs vont se réunir. C'est 1821, je pense, à ce moment-là, elles font leur premier vœu. Elles vont recevoir leur constitution. L'école de la Providence est créée déjà. Et on voit bien que ça correspond à un besoin très important, puisque en 1837, on comptait déjà 650 élèves à l'école de la Providence. 650 élèves, dont 570 reçus à titre gratuit. Voilà. Donc on voit que le besoin d'éducation était très très important. Bon, par la suite, les sœurs vont continuer à créer des écoles, mais principalement dans des villes, Montcontour, Combourg, enfin, etc. Et à chaque fois, on voit une progression exponentielle du nombre d'élèves. Pour les garçons, il crée la congrégation des femmes d'instruction chrétienne de Ploermel. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit la même idée naître quasi simultanément dans deux têtes assez différentes l'une de l'autre, à savoir d'un côté Gabriel Dehaye, qui est un peu plus âgé que Jean-Marie Lavenay, qui est un garçon né dans la campagne, un curé, tout ce qu'il y a de plus classique.